Ce qui m'a toujours fasciné dans les combats de Donjons et Dragons, c'est la notion du temps qui peut être relative. Si vous n'êtes pas familier des jeux de rôle et que vous tombez par hasard sur une table où des joueurs sont en plein combat, vous pourriez être un peu dérouté par la lenteur de la scène. Chaque joueur attendant patiemment son tour pour jouer, ce qui, on ne va pas se le cacher, enlève un peu de superbe à ce qu'on pourrait s'imaginer d'un combat héroïque. Pourtant, dans l'esprit des joueurs et celui du maître de jeu, lorsqu'ils repensent à la scène après la partie, le combat leur revient plutôt comme un événement dynamique, intense, voire même épique. Pour comprendre un peu mieux leur imaginaire, il faut comprendre les différences entre le temps qui passe autour de la table et celui qui s'écoule dans l'univers du jeu. Cette relativité du temps entre le réel et l'imaginaire varie selon les moments de la partie. En dehors des combats, on peut distinguer plusieurs types de phases de jeu. Par exemple, les phases descriptives, comme celles par lesquelles débute toute bonne partie de jeu de rôle. Pendant ces phases, les joueurs n'interviennent pas, et c'est le MJ qui contrôle totalement le déroulement des événements. Pour parfaire sa narration, il peut donc plier à sa guise le temps qui s'écoule dans l'histoire. Il l'accélère pour décrire des voyages lointains, effectués par les joueurs sur plusieurs semaines, ou encore il le fige pour se lancer dans une description flamboyante d'une situation ou d'un lieu oublié qu'il sera très fier d'avoir écrit à l'avance. Vient par la suite une autre phase que l'on pourrait appeler phase de jeu libre. Ici, ce sont les joueurs qui reprennent les rênes de l'histoire pour décrire la vie de leur personnage. Le temps semble alors s'écouler à une vitesse normale, un instant dans le jeu correspondant à un instant dans la réalité. Cet écoulement de temps peut brièvement être interrompu pour résoudre certaines actions qui demandent des jets de compétences ou de sauvegarde ou de caractéristiques. Mais à part ces quelques interruptions, la vitesse des échanges entre les personnages correspond à celle que l'on peut observer autour de la table entre les joueurs. Tour de table. Lancez-moi un jet d'initiative. Turn order. J'aimerais que vous fassiez tous un jet d'initiative. I like your role initiative. Nous arrivons maintenant à la phase qui va être le sujet central de cette vidéo, à savoir les combats dans Donjons et Dragons. Elle débute par cette demande bien connue des jets d'initiative, qui vient figer le temps dans l'histoire, immobilisant tous les personnages à l'endroit précis où ils se trouvent. Ces jets sont tout simplement des jets de dextérité, et les résultats vont placer les joueurs du plus élevé au plus bas dans le turn order. C'est dans cet ordre précis que chaque protagoniste, joueur comme personnage non joueur, pourra intervenir et jouer son rôle durant le combat. Le chaos du champ de bataille est donc structuré dans des cycles que l'on appelle les rounds. Pendant un round, chaque participant agit à son tour pour tenter d'influencer le cours de la bataille. Qu'il y ait 4, 10 ou même 100 combattants, un round complet représente toujours 6 secondes dans le monde du jeu. Ainsi, lorsqu'un joueur prend son tour, il décrit ce que son personnage entreprend durant ces 6 secondes. Courir, sauter, crier, décocher une flèche, lancer un sort, dégainer son épée. Les possibilités sont nombreuses, mais encadrées par les règles du jeu. Les résultats de chaque tentative, tout comme les dégâts infligés, seront déterminés par des jets de dés. Maintenant que vous avez cette notion en tête, vous comprendrez plus facilement que les nombreuses minutes passées par les joueurs autour de la table reflètent seulement quelques instants intenses et parfois mémorables dans l'univers de Donjons et Dragons. « 6 secondes. 6 secondes pour agir durant votre tour. 6 secondes qui vont peut-être déterminer votre survie, celle de vos compagnons, celle d'un village en danger, peut-être même celle de tout un royaume. À cet instant, tous les autres joueurs vous regardent, impatients, tandis que le maître de jeu ajuste ses dés. Pour apprécier pleinement un combat, il est essentiel de se préparer à répondre à cette question implacable. C'est à ton tour de jouer, qu'est-ce que tu fais ? C'est ici que connaître toutes les options disponibles pour un joueur devient crucial. Voyons-les ensemble. Alors, oui, ne paniquez pas, on va essayer de décortiquer tout ça et de le simplifier. Prenons d'abord une par une les 5 options principales qui nous intéressent. Nous avons d'abord l'option se déplacer, cela permet, comme son nom l'indique, de repositionner votre personnage dans l'espace de combat. Ensuite, nous avons l'option entreprendre une action. C'est de loin la plus importante, car elle vous permettra d'attaquer, de vous défendre, de lancer un sort, ou bien d'autres possibilités qui pourront faire pencher l'issue de la bataille. On continue avec l'action bonus, plus rapide qu'une action normale,
Celle-ci ne sera disponible que si votre classe ou vos capacités vous permettent de l'utiliser. Il y a également l'option de faire une interaction simple, qui elle n'aura que peu d'impact sur le combat, et qui peut parfois être utile, comme par exemple pour ramasser une arme, ouvrir une porte, ou d'autres petites choses. Et enfin restera la possibilité d'utiliser une réaction, c'est la seule option qui pourra être utilisée en dehors de votre tour, en réponse à un événement particulier. Voilà, durant votre tour, vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois chacune de ces options, ou seulement certaines d'entre elles selon la situation. Le jeu considère que cela représente tout ce que votre personnage peut accomplir en 6 secondes, soit la durée d'un round. Si vous souhaitez en faire davantage, il vous faudra attendre votre prochain tour, où toutes ces options seront à nouveau disponibles. Vous connaissez maintenant l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous durant un combat. Vous aimeriez peut-être en savoir plus sur chacune d'entre elles. Je vous préviens d'avance, il serait impossible de couvrir toutes les règles complexes qui entourent les combats de Donjons et Dragons en une seule vidéo. Cependant, rien ne nous empêche d'aller explorer ensemble chaque option plus en détail. Cela vous permettra non seulement de mieux les utiliser, mais aussi de comprendre les choix stratégiques qu'elles offrent et leur impact sur le déroulement du combat. Alors prenez un café, ou toute autre boisson à votre goût, nous allons essayer de tirer le meilleur de nos 6 précieuses secondes. En combat, les personnages et les monstres sont en mouvement constant. Modifier sa position peut être crucial pour atteindre une cible, se mettre à l'abri ou prendre un avantage stratégique. Mais avant de se déplacer dans une zone de combat, il vaut mieux comprendre comment fonctionnent les espaces occupés par les forces en présence. Pour mieux visualiser le champ de bataille, vous pouvez imaginer un quadrillage similaire à celui d'un jeu d'échecs. Chaque case représente un carré d'1,50 m de côté. Cette grille n'est pas indispensable, surtout si le maître de jeu souhaite laisser plus de liberté de mouvement au protagoniste. Pour ma part, je ne l'utilise pas durant mes parties, mais il est bon de l'avoir en tête pour comprendre la taille et le positionnement des créatures présentes. Votre personnage, ainsi que la plupart des créatures que vous allez combattre, seront de taille moyenne, notée M dans les règles du jeu. La créature de cette taille occupera une case complète sur l'aire de combat. Cet espace sera considéré comme contrôlé par la créature qui s'y trouve, le contrôle ne s'exerçant que si cette créature n'est pas inconsciente ou morte. Toutefois, les créatures que vous rencontrerez seront parfois de tailles différentes, cela faisant varier le nombre de cases de l'espace contrôlé. Voici la liste exhaustive des tailles de créatures qui existent, avec pour chacune les dimensions de l'espace qu'elles occupent. Vous noterez que les créatures très petites, comme les animaux de compagnie, notées TP, n'occupent que la moitié d'une case. Les créatures petites, notées P, comme les alphelins, occupent le même espace que les tailles M, à savoir une case complète. Les grandes créatures, notées G, comme les montures, occupent 2 fois plus d'espace, soit 4 cases. Les très grandes occupent un espace de 3 par 3, soit 9 cases. Et finalement, les créatures gigantesques occupent au minimum 16 cases, mais leur espace est extensible jusqu'aux limites de votre imagination. Maintenant que le plateau est installé, intéressons-nous au déplacement. Pour cela, je vais oublier un peu cette grille quadrillée afin de laisser plus de liberté sur le terrain. Durant son tour, un personnage peut se déplacer d'une distance maximale égale à sa vitesse de déplacement. Cette vitesse est définie par sa race et elle se trouve en haut de sa fiche de personnage. Par exemple, un humain pourra se déplacer de 9 mètres et un nain de seulement 7,50 m. Pour respecter le système de cases, ces vitesses sont toujours des multiples de 1,50 m. Attention cependant, durant votre déplacement, vous ne pourrez pas traverser un espace contrôlé par une créature hostile, sauf si cette créature est d'un niveau de taille au moins 2 fois plus grande ou plus petite que vous. Dans ces cas seulement, vous pourrez traverser la zone sans que la créature qui l'occupe puisse vous bloquer. Vous pouvez également passer sans encombre à travers les espaces qui sont occupés par vos alliés, à moins que ces derniers ne décident volontairement de vous bloquer le passage. Et oui, ça peut arriver s'il y a des tensions dans l'équipe. Qu'une créature vous soit amie ou ennemie, vous ne pouvez pas volontairement arrêter votre mouvement dans son espace. 2 espaces contrôlés ne peuvent donc pas se superposer à la fin d'un déplacement. Rappelez-vous également qu'un espace est considéré comme contrôlé tant que la créature qui s'y trouve n'est pas inconsciente ou morte. Rien ne vous empêche donc de vous arrêter sur les cadavres dans les champs de bataille. Et donc vous vous déplacez.
Vous essayez souvent de trouver la meilleure position pour attaquer ou encore pour fuir un combat perdu d'avance. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'effectuer toute la distance qui vous est permise d'une seule traite. Si cela vous paraît approprié, vous pouvez entamer votre déplacement et interrompre celui-ci pour réaliser une de vos options disponibles. Comme par exemple, donner un coup d'épée, ouvrir une porte, lancer un sort pour vous téléporter au loin. Ensuite, vous pourrez toujours continuer votre déplacement en utilisant ce qui vous reste de disponible sur votre vitesse. Au-delà de la zone qu'elles contrôlent, les créatures sur un champ de bataille disposent tous d'une portée d'allonge, déterminée par leurs armes ou leur capacité naturelle. Cette portée représente la distance à laquelle elles peuvent frapper au corps à corps. Vos adversaires guettent tous l'occasion d'attaquer un ennemi qui s'éloignerait ou traverserait leur zone de menace. Ce type d'attaque est appelé attaque d'opportunité. Elle se déclenche en réaction à une situation particulière dont nous aurons l'occasion d'aborder les mécanismes un peu plus tard. Pour l'instant, gardez juste en tête que traverser les lignes ennemies en courant est rarement une bonne idée. Les combats ne se déroulent que rarement dans des salles vides ou des plaines parfaitement dégagées. Gravats, escaliers abrupts, neige épaisse, tourbières marécageuses, ou même des lianes invoquées par magie. Ces obstacles transforment le champ de bataille en véritable casse-tête pour se déplacer. Ces zones sont ce qu'on appelle des terrains difficiles. Vous pourrez les traverser, mais attention, chaque mètre parcouru sur un terrain difficile vous coûtera 1 mètre supplémentaire de déplacement. De quoi ralentir même les aventuriers les plus intrépides. Pour des raisons stratégiques, vous pouvez choisir de vous jeter à terre sans que cela n'entame votre vitesse de déplacement. Un adversaire peut également vous forcer à aller à terre en utilisant la force. Dans les deux cas, votre personnage sera soumis à l'état à terre. Lorsque vous êtes dans cet état, vous devez ramper pour vous déplacer. Et comme pour les terrains difficiles, chaque mètre parcouru en rampant vous coûtera 2 mètres de déplacement. Les choses se compliquent encore si vous devez ramper dans un terrain difficile. Dans ces cas, chaque mètre avancé vous coûtera alors 3 mètres de déplacement. Pour vous relever et mettre fin à l'état à terre, il faudra fournir un effort supplémentaire qui vous coûtera la moitié de votre vitesse de déplacement. Escalader ou nager est soumis à la même règle que le déplacement en terrain difficile. Chaque mètre parcouru coûte 1 mètre supplémentaire. Si une créature possède déjà une vitesse d'escalade ou de nage, elle pourra effectuer ces types de déplacements normalement sans pénalité supplémentaire. À la discrétion du MJ, à ces déplacements peuvent s'ajouter un jet de compétences d'athlétisme pour réussir à passer l'obstacle. Par exemple pour escalader une paroi glissante ou dépourvue de prise, ou encore pour traverser des eaux particulièrement agitées. Comme nous venons de le voir, certaines créatures ou certains sorts offrent d'autres types de vitesses de déplacement. Une vitesse d'escalade, de nage ou encore une vitesse de vol. Si vous disposez de plusieurs vitesses de déplacement, vous pouvez les alterner durant votre mouvement. Cependant, chaque distance parcourue réduit toutes les vitesses disponibles. Vous ne pourrez donc pas aller au-delà de la distance permise par votre vitesse la plus élevée. Pour clore ce chapitre consacré au déplacement, intéressons-nous au système des abris. Les murs, les arbres, les créatures et bien d'autres obstacles peuvent vous offrir une couverture, vous rendant plus difficile d'atteinte par vos ennemis. Lorsqu'une attaque est annoncée, le MJ détermine d'abord les abris potentiels avant d'annoncer le résultat. Vous ne bénéficierez de ces refuges que si l'attaque ou l'effet provient du côté opposé à votre abri. Il existe 3 types d'abris, partiel, important et total. Si une cible bénéficie de plusieurs abris, c'est toujours celui qui offre la meilleure protection qui s'applique. Et comment le MJ va-t-il définir le type d'abri ? L'abri partiel s'applique si l'obstacle bloque au moins la moitié du corps de la cible, comme par exemple un mur bas, un meuble large, un tronc d'arbre étroit, ou même d'autres créatures alliées comme ennemies. Cela vous octroie un bonus de plus 2 à votre classe d'armure et plus 2 à vos jets de sauvegarde de dextérité. L'abri important s'applique si l'obstacle couvre environ les 3/4 du corps de la cible, par exemple pour une herse, une meurtrière ou alors un tronc d'arbre épais. Vous bénéficiez alors d'un bonus de plus 5 à votre classe d'armure et plus 5 à vos jets de sauvegarde de dextérité. Enfin, une cible est considérée comme bénéficiant d'un abri total si elle est entièrement cachée derrière un obstacle. Dans ce cas, elle ne peut être visée directement par une attaque ou un sort. Prenez garde cependant à certains sorts comme boule de feu qui peuvent toujours contourner l'obstacle si la cible se trouve dans leur zone d'effet. Avec une bonne connaissance des abris, vous pourrez vous adapter stratégiquement à votre environnement pour faire tourner les combats à votre avantage.
Vous en savez maintenant assez sur toutes les possibilités qu'offre l'option se déplacer durant votre tour. Ça fait déjà pas mal d'informations, aussi je vais clore cette première partie ici et j'aborderai les 4 autres options dans une ou plusieurs vidéos. Il y a tellement à dire. C'est indiqué dans le titre, mais je vous rappelle qu'il s'agit ici des règles de Donjons et Dragons version 2014 et non pas encore 2024. Pour ça il faudrait qu'on arrive à convaincre Terre-Mère et c'est pas gagné. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous appréciez ce type de format, pensez à me le faire savoir en envoyant légion de pouces et en vous abonnant. Pour vous exprimer, critiquer, valider ou compléter tous les points de règle évoqués ici, ça se passe dans les commentaires. Je vous invite bien évidemment à rester courtois, pensez à soigner le fond, mais aussi la forme. Vous pouvez également retrouver les autres, l'équipe Torn Order, dans nos aventures au travers des différents let's play sur la chaîne. Nous publions régulièrement des scénarios one-shot et aussi des campagnes. C'était Genos, merci de rien, et bon jeu de rôle à tous.